Moi, ma recherche, en fait, de l'acteur borderline, comme je disais dans les années 80, bon, qu'on n'a plus aujourd'hui, hein, c'est marrant comme là aussi les pathologies bougent. Hein. Donc l'autiste, alors vraiment là où il est, c'est-à-dire dans l'hôpital psychiatrique, là il y est de moins en moins d'ailleurs aujourd'hui. Cette rencontre avec ce que nous, gens de culture, gens de savoir, gens de production et de métier, disons, portons, cette rencontre-là, c'est le lieu possible de la création. L'acte artistique vaut, pour lui, est universel. Il est archi particulier, mais en fait, il vaut que parce que justement, il est un acte politique. Donc il vaut pour tout le monde. Et pour moi en tant qu'artiste, et pour ceux qui le font avec moi en tant qu'artiste, mais qu'est-ce qui est le plus envahissant chez eux? Est-ce que c'est la psychose? Est-ce que c'est ce bouillonnement qui fait qu'effectivement, il va quand même y avoir un geste complètement assumé? C'est délicat à dire, ça. C'est délicat à dire. Et alors, moi, mon combat, c'est-à-dire quand, par exemple, je fais en sorte que, par exemple, dans les temps qui viennent, je veux revenir vers le conventionnement d'état de ce que je fais. Donc c'est vraiment une lutte de longue haleine, hein, puisque je veux remonter 6 ans après avoir été éjecté du système. Je pense que le moment est légitime pour que ce travail puisse redevenir un travail qui justifie une convention avec l'État. Alors que je ne veux pas, par exemple, concourir pour une scène nationale, un centre dramatique, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de lieu. Donc peut-être que si ça passe, ça pourra signifier qu'effectivement, du point de vue de l'État, parce que c'est ça que je voudrais qu'il se passe, c'est qu'avec l'argent de l'État, on fasse quelque chose dont l'État puisse dire, eh ben, on reconnaît au fond la psychose comme étant un espace dans lequel un acte artistique peut s'accomplir. Mais c'est obsessionnel chez moi. Dans ce que tu fais qui peut apparaître comme difficile, etc., quand on le voit de l'extérieur, mais qui peut être aussi vécu comme quelque chose de très simple, de très profond et très nuancé, il n'y a pas forcément de choc. Ah non. Il y a une relation. Absolument. Avec une écoute attentive. Ah, oui. On est dans l'humanité, on est dans l'apaisement. C'est-à-dire que pour qu'un autiste, pour quelqu'un ou un borderline, qui, plutôt que de me jeter sous le train, je veux faire du théâtre, bon, le fasse, c'est que donc il y a un consentement, il y a une acceptation, on joue le jeu. Hein. Quelque part, on joue le jeu. Je veux dire, l'espace théâtral, c'est un espace non violent dans toute sa splendeur. Il y a pendant quelques minutes, quelques heures, un contrat social qui fait qu'effectivement, bon, le spectateur ne va pas aller bousiller l'acteur qui est sur scène, et normalement réciproquement. Quoi que fasse l'acteur, ou quoi que fasse le spectateur d'ailleurs. Il y a quelque chose on accepte à peu près toute la situation. Bon, donc c'est un moment pacifique. Le problème, c'est qu'avec des gens qui sont extrêmement violents avec eux-mêmes, voire avec les autres, comment on fait pour déjà installer comment est-ce qu'on va pacifier la chose? Comment est-ce que l'acteur va se calmer parce qu'il est sur scène? Ça, c'est déjà un truc incroyable avec ces enfants, ces adolescents autistes, psychotiques avec qui j'ai travaillé. Au fond, c'était de dire, mais tu vois, le théâtre, c'est pas méchant. Alors, on n'est pas dans le spectaculaire, on est dans moi, c'est ce que j'ai appelé le pas grand-chose. C'est-à-dire, donc, c'est aussi pour ça que si je me réfère à quelqu'un, c'est à Beckett. C'est parce que je dis, à partir du moment où, à partir de 1950, le théâtre peut accepter de construire de l'ennui, de la non-action, de la disparition de l'acteur, de la disparition du texte, de la non-lumière, de l'absence de décor, enfin, etc. À partir du moment où on vide la scène de tous les éléments qui font théâtre,
depuis, on va dire, 2000 ans, 3000 ans. Donc le spectaculaire, à partir du moment où on vide la scène du spectaculaire, est-ce qu'il peut y avoir encore du théâtre? Eh bien oui, Beckett dit oui. Donc moi je suis Beckett sur son terrain seulement, donc je ne vais pas aller refaire du spectaculaire, hein. Donc je vais faire du pas grand-chose. Donc voilà, on est assis sur scène, on laisse le temps passer, on n'a pas grand-chose à se dire, on éclaire avec 3 projos. Quand il y a un objet, il vient de la décharge d'à côté. Tout ça coûte pas cher. Voilà. Les acteurs n'ont pas besoin d'être des grands acteurs, puisqu'il n'y a pas de prouesse. Il n'y a rien. On est dans le pas grand-chose. C'est pas le rien, c'est le pas grand-chose. Par exemple, j'ai monté Phèdre, c'est-à-dire ça ne m'empêche pas non plus de monter les grandes pièces, mais j'ai appelé ça Phèdre noir. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on peut jouer Phèdre dans le presque noir? En fait, c'était pas noir. Voilà. Donc l'autiste, le psychotique, qu'est-ce qui va... Dans ce pas grand-chose, il entend qu'il a sa place. Puisque soit il est dans la répétition obsessionnelle d'un geste, par exemple, du matin au soir, soit parce qu'il est dans une sorte de dévidoir de mots. Il parle, il n'en finit pas de parler du matin jusqu'au soir. Soit parce qu'il se griffe, il se fait mal. Bon. Il est coincé dans quelque chose, et en même temps dont il jouit énormément. Donc c'est pour ça qu'on le soigne, parce que cette jouissance, elle va l'amener à la mort. Donc moi je lui dis, mais ce que tu fais, ça a du sens. Pour l'instant, ça a du sens pour toi, et nous on ne sait pas. Nous on ne comprend pas. Je ne lui dis pas comme ça d'ailleurs, hein, mais le seul fait que je suis là suffit à ce que le fait que je ne l'empêche pas, par exemple, de se griffer ou de parler, déjà, il est ce qu'on appelle entendu. C'est ce que n'importe quel thérapeute d'ailleurs fait. C'est la base. Mais en fait, c'est un point commun qu'on a normalement quand on fait du théâtre. Écouter l'autre, quoi. Et à un moment donné, il va sortir quelque chose. Alors, il faut une patience infinie, mais voilà, grâce à Beckett, on sait que... Parce que Beckett, lui, toute sa vie, il a passé son temps à... Voilà, on écrit, et puis à un moment donné, quand même, il y a quelque chose qu'on va garder. Donc, immanquablement, tout individu a, aussi pauvre soit-il, aussi dégradé même soit-il, il va y avoir son reste à lui, qui peut être le pas grand-chose de ma scène. À ce moment-là, le jour où il y a la rencontre, alors évidemment, il faut être extrêmement attentif à ça, il ne faut pas se rater, enfin, etc. Alors, moi, je fonce. Et puis, on va construire, en fait, un objet, une trace. Parce que ce qu'il faut, par contre, c'est qu'on y revienne à cette trace. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'impro, quoi. Hein. Après, il va falloir l'éclairer, il va falloir mettre un truc avant, un truc après. On va bricoler. Donc, on bricole. Mais je veux dire, c'est le grand art, le bricolage. Je veux dire, en sculpture, Tinguely, c'est un bricoleur. Bon, voilà, c'est important. On est toujours dans le contemporain. La folie, c'est quelque chose qui va se développer ou pas. Il y a des périodes de crise, par exemple de guerre, où tout s'apaise. Du côté de la psychose, beaucoup de choses se régulent parce qu'effectivement, on est dans des nécessités. Des fois, même les gens trouvent leur voie. La grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on trouve très difficilement sa voie, puisque le monde du travail est très empêché, l'espace, au fond, d'expression est très empêché aussi. Le comportement, la manière d'être dans la rue, dans la famille, etc., est extrêmement contrôlé. L'engouement, si je puis dire, des psychotiques pour la rue, pour le monde des SDF, il s'explique comme ça. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne peut plus vraiment être psychotique dans un hôpital psychiatrique, ben, on fait tout pour s'échapper. On joue le jeu social, et puis hop, on devient SDF. On est plutôt là. Il y a une délinquance, effectivement, personne ne dit les choses comme moi. Hein. Là-dessus, ça demanderait finalement beaucoup de controverses. Mais le monde de la prison est un monde où il y a beaucoup de psychotiques, mais ce n'est pas forcément une erreur, de leur point de vue à eux.
quelle est la place du psychotique dans la société? Parce qu'au fond, on vit dans une société qui, malgré les apparences, est quand même une société d'enfermement. On est tous enfermés chez soi devant sa télé. Moi, la première fois où j'ai imaginé, je devais avoir 15 ans, 16 ans, ce que serait une société totalitaire, j'imaginais que tous les jours, les gens étaient, pendant 2 heures, 3 heures le soir, devant la télé. Je n'avais pas encore lu 1984, par exemple. Et ben, je me disais, c'est ça, ce sera ça l'horreur. Et, Nous y sommes. Et on y est depuis. Et on y est depuis longtemps. Voilà, donc effectivement, on est enfermé chez soi. Et on se croit libre. Je suis librement enfermé chez moi. Voilà, et ça, c'est pour moi, c'est la métaphore des goulags. Hein, paraît-il, ça je ne le sais pas de moi-même, hein, mais je le tiens de Svetlana Alexievitch, à la fin des goulags, parce qu'il y avait encore des goulags dans les années 70, il n'y avait plus de gardiens. C'est-à-dire que les gens, ça faisait 20 ans, 30 ans qu'ils vivaient dans un goulag, ils n'avaient absolument pas idée de s'enfuir s'il n'y avait plus de gardiens. Pourquoi c'est calme les quartiers? Pourquoi est-ce qu'à partir de 6h, 8h du soir, il y a moins de monde? Les gens regardent la télé. Même les mômes. Hein. Donc, je veux dire, ça sert à ça, quoi. Hein. Donc, on a du boulot.